Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo thread horreur Reddit. J'ai trouvé quelques histoires qui sont vraiment cool, je trouve en tout cas cool. Bien sûr, j'aurais pas aimé les vivre parce que franchement, les personnes qui ont vécu les histoires que je vais vous raconter ont vécu vraiment des choses traumatisantes. Après, si ça avait été pas le cas, tu me diras, j'en aurais pas fait une vidéo. J'espère que ces histoires vous plairont, donc je vous propose qu'on se plonge directement dans ces histoires terrifiantes. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Melissa. Melissa faisait ses études dans une ville moyenne en Floride aux États-Unis. La ville était plutôt sécurisée, il n'y avait pas forcément de problème majeur à déclarer, et elle vivait dans un appartement en colocation avec deux autres filles qui faisaient également leurs études. L'appartement était fait de la manière suivante, il y avait une porte d'entrée qui était a priori, effectivement j'ai bien a priori, constamment fermée à clé, et chaque étudiante avait sa chambre qu'elle fermait à clé de temps en temps. Ça c'était un peu au bon vouloir de la personne qui occupait la chambre. Mais en tout cas il y avait un accord qui avait été fait entre les trois locataires de l'appartement, c'est que la porte d'entrée soit constamment fermée à clé. L'appartement avait un étage, il y avait une chambre à l'étage et deux chambres au rez-de-chaussée. La personne qui raconte l'histoire, Melissa, elle vivait au rez-de-chaussée. La nuit des faits, Melissa et une de ses colocataires, celle qui vivait au rez-de-chaussée avec elle, regardaient tranquillement la télévision, elles passaient une petite soirée tranquillement. À un moment donné, elles ont entendu quelqu'un toquer à la porte d'entrée. Elles se sont demandé qui ça pouvait bien être à cette heure-ci, assez tard le soir, et elles se sont vite rendues compte qu'en fait c'est leur autre colocataire, celle qui vit à l'étage, qui avait tout simplement commandé une pizza. Elles entendent cette colocataire aller chercher la pizza, du coup elles ne s'inquiètent pas plus que ça. Les heures passent, la soirée continue et puis à un moment donné vient le moment d'aller se coucher pour les deux jeunes filles qui passaient un moment devant la télévision. Melissa va dans sa chambre, l'autre colocataire se rend également dans sa propre chambre. Melissa s'endort tranquillement dans son lit et elle avait pour habitude, ayant un lit assez large, de poser son ordinateur portable et son téléphone à côté d'elle dans le lit. Au bout de quelques heures, Melissa se réveille et elle a littéralement la peur de sa vie. Elle ouvre les yeux parce que quelque chose la dérange, elle a comme un mauvais pressentiment, elle se retourne et elle voit un homme qui se tient juste devant son lit. Elle ne sait pas qui c'est, elle ne sait pas ce qu'il veut, elle ne sait pas comment il s'est retrouvé dans sa chambre. Du coup, toujours l'esprit embrumé parce qu'elle vient de se réveiller, elle se pose plein de questions. Elle essaye aussi de réaliser qu'elle ne rêve pas, que la situation qu'elle a devant elle est bien réelle. Melissa se rend compte que l'homme bouge quelque chose sur le lit. En fait, il déplace ses affaires et ensuite il commence à prendre la couette entre ses mains et à l'enlever. Il essaye clairement d'entrer dans le lit de Melissa. Melissa commence à lui demander ce qu'il fait là. Elle lui demande également qui il est. Et Melissa est toujours confuse. Et l'homme va répondre une chose. Il répond « J'essaye de me mettre au lit ». Je pense que t'es pas serein quand t'entends quelqu'un te dire ça et qu'en plus cette personne-là tu ne la connais pas. Melissa commence à paniquer, elle commence tout de suite à penser au pire. Elle espère intérieurement que c'est sa colocataire qui a invité un garçon à leur appartement et que c'était un mec qui venait d'une application de rencontre et qui s'était juste en fait trompé de chambre. Du coup Melissa pose plein de questions mais l'homme répond à chaque fois la même chose. Il dit toujours « J'essaye juste de me mettre au lit ». Melissa a un arsenal de défense normalement avec elle, une bombe au poivre, un taser, mais là malheureusement, ces deux éléments qui pourraient lui permettre de se défendre se trouvent dans son sac, qui se trouve derrière l'homme, donc elle n'y a pas accès. Melissa se rend compte qu'elle doit faire quelque chose très rapidement, avant que la situation ne dégénère, du coup elle décide de jouer la carte de l'intimidation. Elle dit « Il y a 5 personnes dans cet appartement, si tu ne pars pas d'ici maintenant, je crierai et ils seront là d'une seconde à l'autre. » Fort heureusement pour Melissa, cette intimidation marche totalement. Ça effraie l'homme, et il décide donc de prendre la fuite. Melissa est tellement dans le brouillard qu'elle ne sait pas si l'homme avait quelque chose dans les mains, une arme ou quelque chose comme ça, ou même s'il lui a volé quelque chose en repartant. L'homme a quitté la pièce, Melissa s'est levée en précipitation, a refermé sa porte de chambre à clé derrière. Elle a ensuite cherché son téléphone, mais elle ne le trouvait pas. Elle se dit que peut-être l'homme lui a volé le téléphone en partant, et elle va avoir une autre pensée qui va la terrifier également. Elle se souvient qu'entre sa chambre à elle et la porte d'entrée de l'appartement, il y a une autre chambre, la chambre de son autre colocataire qui vit au rez-de-chaussée. Et elle se dit, peut-être que cet homme va essayer de s'infiltrer dans sa chambre à elle du coup. Terrifiée par la situation, mais également apeurée qu'il arrive quelque chose à sa colocataire, Melissa va prendre son sac, prend son taser et un petit couteau de poche pour partir de la chambre et mettre en sécurité sa colocataire. Elle a compté jusqu'à 3 et elle est sortie de sa chambre. Elle allait voir dans la chambre de sa colocataire. Elle dormait paisiblement et il n'y avait aucune trace de l'homme qui s'était infiltré dans la chambre de Melissa. Melissa réveille sa colocataire, elle lui raconte tout ce qui s'est passé. La colocataire, bien sûr, ne comprend pas trop ce qui se passe, elle demande si Melissa n'a pas rêvé. Et bien sûr,
Mélissa se pose des questions, elle se dit mais attends, est-ce que j'ai vraiment vécu ce que j'ai dit? Ensemble, elles se dirigent vers la porte d'entrée, et là, il n'y a plus aucun doute possible. La porte d'entrée est grande ouverte, Mélissa n'a donc pas rêvé de cette situation terrifiante. Mélissa retourne dans sa chambre, elle veut vraiment retrouver son téléphone, elle se dit peut-être qu'il est là, je l'ai juste perdu, et effectivement, elle le retrouve sous une pile de vêtements. Rappelez-vous, son téléphone était de base dans son lit. L'homme avait préalablement, avant de vouloir s'infiltrer dans le lit, pris le téléphone et l'avait caché ailleurs, au cas où que Mélissa ait l'idée d'appeler la police. Cet homme, intrus, avait voulu assurer ses arrières. Bien sûr, ça a terrorisé Mélissa, elle se disait mais attends, s'il a caché mon téléphone, ça veut dire qu'il avait peut-être des intentions très mauvaises, mais lesquelles, elle ne sait pas. Mais en tout cas, elle ne pense pas à des choses très positives. Mélissa et sa colocataire du rez-de-chaussée vont à la porte d'entrée, la referment à clé, à double tour, ils montent à l'étage dans la chambre de l'autre colocataire, lui expliquent ce qui s'est passé, ils se barricadent dans sa chambre à elle. Et là, Mélissa va appeler la police. En quelques minutes, quelques voitures de police étaient garées dans la rue de l'appartement de Mélissa. Ils ont crié aux jeunes filles de sortir de leur appartement rapidement. Et là, une douzaine de policiers a investigué les lieux et tout le périmètre pour essayer de mettre la main sur cet homme qui s'était infiltré chez elle. Ils ont cherché dans tous les appartements de l'immeuble au cas où que l'homme se soit infiltré ailleurs, mais malheureusement, ils ne l'ont pas trouvé. Mélissa a fait une déclaration à la police, avec notamment une description physique de l'homme, et depuis ce jour, elle n'a plus jamais entendu parler de cette affaire. Ce qui veut dire très clairement que cet homme court toujours. Mélissa, elle se sent incroyablement chanceuse de la tournure des événements parce qu'elle se dit que ça aurait pu empirer grandement. Admettons que l'homme qui se soit infiltré chez Mélissa n'ait pas été effrayé par son avertissement, le fait qu'il y ait plusieurs personnes dans l'appartement, ça aurait pu peut-être dégénérer. Est-ce qu'elle se serait fait peut-être assassiner, agresser? On n'en sait rien du tout. C'est ça qui est fou, c'est qu'on ne connaît pas les intentions de cet homme. Mélissa ne souhaite à personne de vivre ce qu'elle a vécu et elle a deux théories sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle se dit que peut-être c'est un homme qui avait clairement de mauvaises intentions, qui voulait s'en prendre à elle d'une manière ou d'une autre, et ça c'est la pire chose à laquelle elle pense. L'autre chose, c'est que ce serait un homme peut-être un sans-abri, un drogué, quelqu'un qui a des problèmes mentaux, qui se soit infiltré dans la maison et qu'en fait il recherchait un toit pour passer la nuit ou quelque chose comme ça. Mais qu'en tout cas il n'avait pas l'intention d'agresser Mélissa ou les autres filles de l'appartement. Mélissa est persuadée qu'en fait l'homme a pu rentrer dans l'appartement parce que rappelez-vous, normalement la porte d'entrée est constamment fermée au moment où la colocataire de l'étage est allée récupérer sa pizza. En fait, elle n'aurait pas fermé à clé après avoir récupéré sa pizza et c'est pour ça qu'en fait l'homme aurait pu rentrer tranquillement dans le logement pendant la nuit. Après, la ville où se passe cet événement, c'est la ville de Sainte-Augustine en Floride aux États-Unis et apparemment c'est une ville qui craint un petit peu. Ce serait pas étonnant là-bas qu'on puisse croiser des gens un peu creepy qui pourraient nous suivre ou nous aborder de manière assez étrange. En tout cas, c'est ce que j'ai pu en voir un petit peu dans les commentaires de ce récit. Dans cette seconde histoire, on va voir le récit de Miley. Miley faisait du babysitting quand elle était plus jeune. Elle a gardé les enfants d'une famille pendant 5 ans. Du coup, ça consistait à faire du babysitting de manière totalement classique de 3 fillettes, âgées entre 4 et 7 ans au moment des faits. Miley n'avait vraiment aucun souci avec la famille, avec son travail de babysitter. Elle avait créé des liens d'ailleurs avec la famille, au point que la famille lui faisait confiance. Il lui faisait confiance sur les activités, elle disait même que parfois si elle voulait se détendre un petit peu, elle pouvait laisser les enfants à des voisins et partir se balader un petit peu avant de les reprendre. Enfin voilà, ils étaient vraiment très cool avec elle. En plus de ça, la zone dans laquelle la famille vivait était plutôt calme, c'était très résidentiel, il n'y avait rien à déclarer, tout le monde se connaissait en fait. Et bien que les parents étaient très cool avec Miley, elle faisait son travail du mieux qu'elle le pouvait. Elle était vraiment très carrée. Elle ne laissait jamais les enfants sans surveillance. Vous savez, je vous ai dit, les parents ils disaient parfois « t'inquiète pas, tu peux les laisser et va qui vite faire tes occupations ». Elle, non, elle restait constamment avec eux. Elle a même affronté ses peurs pour justement assurer leur sécurité au maximum. Par exemple, c'est une jeune fille qui a le vertige, qui est aussi claustrophobe, et à un moment donné où les enfants voulaient jouer dans une cabane dans les bois chez des voisins, elle a dit ok, mais elle dit aller avec. Donc elle a affronté ses peurs pour assurer un maximum de protection. Enfin voilà, vous avez le contexte. Un jour, Miley gardait les jeunes filles qui jouaient au basket dans l'allée de la résidence où il y avait toutes les maisons. Et à un moment donné, le voisin est sorti de chez lui. Il avait une casquette, des lunettes de soleil, et il s'est assis sur une chaise qui était devant sa maison. Il avait dans ses mains un journal, donc là on se dit, mec, tranquillement, il vient s'asseoir, lire son journal, prendre un peu l'air. Mais Miley remarque quelque chose d'assez surprenant, qui l'interpelle un petit peu en tout cas, c'est qu'à un moment donné, l'homme retourne sa chaise en direction des jeunes filles qui jouent au basketball, mais Miley n'y prête pas forcément après plus attention que ça, parce que l'homme, il a l'air de lire son journal. Peut-être qu'il voulait prendre le soleil. Voilà, elle met pas forcément ça sur le coup d'un comportement non plus très étrange. Et apparemment, ce comportement s'est reproduit à chaque fois que les jeunes filles jouent au basket dans l'allée.
Miley se posait de temps en temps quelques questions, du coup des fois elle s'arrêtait, elle le regardait, mais lui n'avait aucune réaction, du coup elle se dit qu'il n'y avait rien à craindre. Du coup elle se dit qu'il n'y avait pas forcément de danger ou quoi que ce soit, mais elle avait quand même une sorte de mauvais pressentiment. Du coup ce qu'elle faisait à chaque fois que l'homme sortait de chez lui, c'est qu'elle proposait de changer de jeu, d'arrêter de jouer au basket et de rentrer à la maison pour faire autre chose, mais de plus être en tout cas dans le champ de vision de cet homme. Miley a revu ce voisin à d'autres occasions, notamment à l'église où elle allait avec sa famille, et apparemment cet homme était quelqu'un de très croyant, il s'impliquait beaucoup dans la vie de l'église. Il mettait vraiment, selon ce que nous dit Miley, beaucoup d'intensité dans ses pratiques religieuses. À un moment donné, alors qu'elle était à une messe tranquillement, le prêtre de l'église lui a demandé si elle pouvait diriger un peu la chorale de l'église, qui était composée d'enfants. Miley a accepté, et du coup, au fur et à mesure qu'elle s'en occupait, en plus de son job de babysitter, elle a eu l'occasion, en entendant un petit peu des conversations, d'en apprendre un peu plus sur ce fameux voisin au comportement étrange, on ne sait pas trop comment le qualifier. Ce serait un homme apparemment très sympa, très bienveillant, qui aurait quitté son appartement et son travail dans une autre ville pour venir là où se passe l'histoire, dans la zone résidentielle où il y a les enfants que Miley garde. Et il aurait déménagé comme ça en fait pour s'occuper de sa mère qui serait tombée gravement malade. Tout le monde le trouvait très sympa et du coup, Miley se dit bah tiens peut-être que j'ai eu quelques a priori sur lui mais qu'en fait il n'y a rien à craindre et voilà je me suis juste fait des films dans ma tête. Mais vous vous doutez bien que si j'en parle autant c'est qu'il est impliqué dans l'histoire. Miley se dit en fait que elle a fait un peu une projection de ses propres expériences. Ça veut dire que Miley en fait elle a beaucoup, comme beaucoup de femmes, été suivie dans la rue, été interpellée, été klaxonnée, ce genre de choses. Et du coup, elle avait une sorte de protection qu'elle s'était faite à cause de tous ces événements qu'elle avait vécu. Et du coup, bah, elle était plutôt méfiante de base. Et là, elle se disait du coup, bah, peut-être que c'est à cause de ça que j'ai une sorte de méfiance, alors qu'en fait, il n'y a rien à craindre. Un soir, Miley a remarqué quelque chose d'assez inhabituel. Elle a fait une petite soirée de film avec les jeunes filles qu'elle gardait. Elle avait laissé quelques lumières pour pouvoir coiffer les jeunes filles pendant le film. Et habituellement, Miley ferme les stores de la maison dès que le soleil se couche. C'était un truc sur lequel ses parents insistaient beaucoup chez elle. Mais là, dans la maison de la famille pour laquelle elle travaillait, ils avaient des grandes baies vitrées mais sans store. Du coup, bah, elle ne pouvait pas les fermer, normal. Et après le film, alors que Miley faisait un petit peu de ménage, et elle a vu en face de la maison quelque chose d'étrange. Grâce à la lumière d'un lampadaire qui se trouve juste à côté de la maison du voisin dont on parle dans l'histoire, elle a vu qu'il était là, assis sur sa chaise, la chaise sur laquelle il était assis quand il regardait les filles jouer au basket. Et là, Miley a une sorte de frisson. Elle regarde par-dessus son épaule, elle se rend compte qu'en fait que le voisin, par rapport à là où il est assis, il est dans l'axe parfait pour voir directement là où Miley et les jeunes filles, quand ils regardaient le film, étaient assises. Et quand elle a retourné sa tête pour voir ce que faisait le voisin, là le voisin avait disparu. Une idée traverse vite l'esprit de Miley, elle se dit peut-être que je ne l'ai pas vu, mais cette idée va vite partir. Parce que la chaise, qui était normalement tout le temps au même endroit, avait été déplacée, comme si l'homme en fait était parti en précipitation en mode mince je me suis fait gauler. Et c'est quelques mois après cette fameuse soirée que Miley va avoir une révélation très surprenante et qui va la traumatiser très clairement. Pas par rapport à ce qui s'est passé, mais à ce qui aurait pu se passer. Elle était chez elle, avec ses parents, elle regardait tranquillement un reportage à la télévision, et ce reportage disait des nouvelles très inquiétantes. Ce reportage indiquait que la police venait de terminer une opération de grande ampleur qui consistait à piéger un homme. Le reportage disait que l'opération consistait à faire croire qu'une femme proposait, contre paiement, à ce que des gens puissent avoir des relations avec son enfant. Un homme a contacté cette femme, le fameux voisin dont on parle dans l'histoire. La police, ils l'ont tout de suite attrapé, ils ont perquisitionné sa maison, ils ont fouillé la maison de fond en comble, et ils ont trouvé deux choses. La première, sur son ordinateur, un lot d'images compromettantes mettant en scène des enfants, et la deuxième chose était une sorte de journal intime. À l'intérieur, il avait noté des choses totalement horribles. Il parlait des jeunes filles de la famille que Miley gardait, il racontait tout ce qu'il voulait leur faire, notamment le fait qu'il voulait les enlever. Il écrivait également ses différents plans pour mettre en œuvre ses idées totalement horribles, et l'un d'entre eux c'était par exemple se cacher dans la cabane en bois dans l'arbre et d'attendre que l'une des fillettes aille jouer dans cette cabane toute seule pour la piéger. C'est totalement horrible, je le conçois. Un autre plan qu'il voulait mettre en œuvre pour enlever les fillettes, c'était quand les parents étaient absents, quand c'était la babysitter qui devait surveiller les enfants. Et en fait, dans la tête de cet homme, les babysitters c'était comme ce qu'on voit dans les films. Vous savez, la babysitter pas attentive, la babysitter qui ramène un mec pour passer la soirée avec, mais les enfants ne s'en occupent pas. Il pensait pas qu'en fait, des babysitters faisaient bien leur boulot et que du coup elles surveillaient vraiment les enfants. Du coup, l'homme continue d'écrire dans son journal intime et son plan évoluait.
il y a une entrée en plus concernant son plan, celui de tuer la babysitter pour accéder aux enfants. Clairement, le voisin chelou qui observait Miley et les jeunes filles jouer au basket avait prévu de la tuer pour enlever les fillettes. Du coup, bien sûr, l'homme a été arrêté, a été mis en prison, et dans la tête de Miley, elle, tout s'articule correctement. Elle se dit, bah l'homme, effectivement, regardait bien à l'intérieur de la maison pendant la soirée cinéma, l'homme regardait bien les jeunes filles jouer au basket, il ne lisait pas le fameux journal qu'il avait entre les mains, donc maintenant elle comprend vraiment tout. Elle se dit, en fait, mon instinct que j'avais au début était clairement bon. J'avais raison sur toute la ligne, il y avait quelque chose à dire concernant cet homme, quelque chose de creepy, il fallait vraiment s'en méfier. En tout cas, cueillir de plus à part suivre votre instinct. Parce que ça, c'est clairement une histoire horrible. J'ai aucun commentaire à faire, c'est tellement macabre, même si on parle pas en soi de mort ou quoi que ce soit, mais tu te dis là, les idées de cet homme, qui semblait de base, en tout cas selon ce que tout le monde disait, bah, gentil, honnête, vraiment pas l'homme parfait, mais voilà, qui avait toutes les qualités du monde, en fait, il était un des pires hommes sur Terre. Clairement, c'est horrible, juste horrible. Bon les amis, on a fini pour ces histoires, ces deux témoignages chargés en émotions. Je trouve que c'était quand même des témoignages assez lourds, on veut dire des expériences qui doivent quand même peser sur la conscience. Donc je vous propose qu'on sorte de cette ambiance assez pesante et on se remet dans une ambiance un peu plus en sécurité. Vraiment des histoires très intéressantes, fascinantes, mais tout aussi perturbantes. Voilà, deuxième histoire, quand tu connais toutes les intentions de l'homme, tout prend une tournure totalement différente. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fou. Après, la première histoire, ça c'est plus sur l'instant présent, où tu dois avoir vraiment une tension sur ta personne qui doit être insoutenable. Mais c'est ça que je trouve vraiment très intéressant du coup dans ces histoires-là, c'est qu'on a vraiment deux aspects totalement différents. Bien sûr, on a l'aspect horrifique globalement, mais ça s'articule de manière différemment, on le ressent différemment. Il y en a un, c'est plus du dégoût de se dire mais qu'est-ce qui aurait pu se passer, l'autre c'est de te dire non, à ce moment précis là je n'aurais pas aimé être dans l'appartement. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, salut.